Élise Wajman, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ces 37e Assises de la traduction sous le signe de l'image, puisque le thème est « Au commencement était l'image ». Un échange autour de la manière dont on peut traduire l'image à différentes époques, dans différents contextes. En ce qui vous concerne, vous êtes enseignante en littérature comparée à l'université Aix-Marseille. Vous avez travaillé sur les relations entre littérature et peinture à la Renaissance, et c'est l'objet de notre échange aujourd'hui, la traduction, l'interprétation de l'image à la Renaissance. Partant d'un point de départ très précis, une phrase, une expression, ut pictura poesis, une phrase d'Horace, je crois. Pourquoi cette phrase est importante et pourquoi marque-t-elle peut-être un tournant dans l'expression de l'image et dans sa traduction? Alors en effet, ut pictura poesis, c'est une formule qu'on trouve dans l'art poétique d'Horace, enfin ce qu'on a appelé l'art poétique, qui est une épître au départ. Et cette formule, elle dit « il en va du poème comme d'un tableau ». Ce que Horace veut dire, c'est que on peut regarder un poème de près ou tantôt de loin, comme on regarde une image. Il plaide pour une souplesse dans le jugement critique. Et ce qu'on va faire à la Renaissance, c'est une torsion. On va reprendre cette formule et on va faire un contresens sur cette formule, un contresens volontaire qui peut s'expliquer. Par le fait que les hommes de la Renaissance cherchent des textes antiques pour redonner une dignité à l'art de la peinture. Or, ils se trouvent fort dépourvus. Puisqu'ils n'ont pas pour la peinture d'équivalent de ce qu'ils ont pour la littérature. Il n'y a pas la poétique d'Aristote qu'on est en train de redécouvrir à ce moment-là, il n'y a pas la rhétorique de Quintilien, bref. Que faire quand on n'a pas les textes qu'on pourrait convoquer pour donner une dignité, une noblesse en allant chercher les textes antiques qui pourraient redonner une dignité, une noblesse à cet art de peindre? Eh bien, on va aller piocher là où on peut, détourner des formules, grappiller ce qu'on trouve sur son chemin. C'est un peu caricatural de le dire comme ça, mais au fond, c'est pas complètement faux. Et donc, ça veut dire que, par exemple, quelqu'un comme Alberti, qui est le grand théoricien de la perspective au début du XVe siècle, va aller reprendre justement des notions à la rhétorique, les emprunter pour les appliquer à la peinture. Il va reprendre la notion de composition pour expliquer que l'appliquer à la fabrication de l'image, comme dans une période latine, on va, donc comme dans une grande phrase bien composée dans un discours, on va construire l'image telle une histoire en parties qui vont se composer ensemble. Ou alors, autre solution, on va aller chercher le peu de textes qu'on a à disposition, donc un volume de l'histoire naturelle de Pline qui porte sur la peinture, des anecdotes antiques, et que les peintres eux-mêmes d'ailleurs vont se mettre à lire, peut-être on en reparlera tout à l'heure. Et puis, dans ce texte d'Horace, voilà, tout d'un coup il y a cette formule, ut pictura poesis. Très bien, évidemment les hommes de la Renaissance lisent couramment le latin mieux que nous, donc ils savent très bien que ça veut dire « il en va du poème comme d'un tableau ». Mais sauf que ce dont ils ont besoin, c'est de modèles pour penser la peinture, donc ils vont la lire à l'envers. Il en va du tableau comme d'un poème. Et donc, cette formule va être reprise et on peut dire, pour faire une histoire un peu schématique, que dans un premier temps, c'est vraiment l'instrument d'une promotion de l'art de peindre. Quand vous dites promotion, ça veut dire que quoi? Que le peintre passe du statut, allez, je vais l'appeler d'illusionniste, de celui qui, l'illusionniste au sens platonicien hein, presque du terme, au statut d'artiste à part entière? Oui, c'est exactement ça, puisque vous faites allusion donc à la figure du peintre comme illusionniste, puisque c'est comme ça que le dénonce Platon. Platon dit que le peintre, c'est vraiment quelqu'un qui connaît rien à rien, c'est juste un imitateur. Il ne sait même pas ce qu'est non seulement il n'a pas accès à l'idée, mais en plus il n'a même pas accès à l'imitation de l'idée, puisque l'artisan, par exemple, qui fabrique un lit, lui, il a l'idée de lit, ensuite il fabrique le modèle du lit. Lui, le peintre, c'est celui qui imite ce qu'a fabriqué l'artisan. Donc c'est vraiment, en effet, un trompeur. Donc c'est en effet une rupture avec cette histoire-là, ou une transformation de cette histoire-là plutôt. Et puis d'autre part, c'est une rupture avec la façon
enfin, rupture, c'est toujours trop schématique là aussi de le dire comme ça, mais disons que ça transforme vraiment le statut du peintre par rapport à la façon dont on le considérait au Moyen-Âge. Pour dire les choses simplement, au Moyen-Âge, la peinture, c'est un art mécanique. Donc c'est un art servile, c'est-à-dire que le peintre, c'est quelqu'un qui a un savoir-faire, mais ce n'est pas quelqu'un qui a accès au savoir. Or, ce pourquoi vont plaider les peintres et les théoriciens de l'art à la Renaissance, c'est l'idée précisément, comme vous l'avez dit, que le peintre, c'est un artiste. Donc c'est quelqu'un qui a accès au savoir. Le peintre peut revendiquer même d'être un érudit, quelqu'un qui lit des livres, quelqu'un qui a besoin de la mathématique pour composer justement les constructions perspectives de ses tableaux. Donc c'est quelqu'un qui pense. On peut entendre derrière la fameuse formule de Léonard de Vinci, la peinture est une chose mentale, una cosa mentale, et c'est quelque chose, c'est un intellectuel, voilà. Et donc dire le peintre, c'est un intellectuel, ça passe justement par la réappropriation de cette formule avec son contresens, qui est, vous voyez bien, nous on est comme on pratique un art libéral, à l'égal de la poésie, un art de l'homme libre, c'est la peinture. Donc le peintre accède au statut d'artiste, et à partir de là, est-ce que ça veut dire qu'il acquiert une autre liberté Alors tout à fait, ça veut dire qu'il acquiert une liberté... Alors, une liberté sociale, il y a cette formule de Cennino Cennini, qui est un peintre toscan qui a écrit un livre au début du XVe siècle, une formule que je trouve tellement éloquente que je vous la donne, qui est « Sache que la peinture sur bois est une activité de gentilhomme, car on peut faire ce que l'on veut vêtu de velours. » Et là, évidemment, être vêtu de velours, c'est être un gentilhomme. Donc c'est changer de statut social, et puis c'est accéder aussi, évidemment, à une liberté intellectuelle, c'est-à-dire dire on peut aller chercher des programmes, on composer nos propres programmes pour l'image, on va aller les chercher ailleurs que dans l'histoire biblique, on va aller les chercher notamment vers ce qu'on imagine de la peinture antique, et on sait très bien par exemple que quelqu'un comme Botticelli connaît les histoires des peintres antiques, donc racontés notamment par Pline. On n'a pas de traces des tableaux dont parle Pline, mais en revanche on a des textes, et donc les peintres vont lire ces textes et vont inventer leur propre programme et revendiquer la même liberté que celle des poètes, d'autant que Horace l'affirme au début de son art poétique, je cite, « Les peintres et les poètes ont toujours eu un droit égal d'oser tout ce qu'ils voulaient ». Et c'est ce que fera par exemple quelqu'un comme Titien, qui peint pour le roi d'Espagne Philippe II une série de tableaux qu'il appelle les poésies. Donc on voit bien là la formule fonctionner. Et cette liberté nouvellement acquise par l'artiste peintre ne doit pas plaire à tout le monde, et j'imagine que pour l'Église, tout d'un coup, il y a quelque chose peut-être à recadrer dans cette liberté qu'a pris l'artiste. Alors, en effet, pour dire les choses de manière un peu comme ça clivée, on peut dire que Ut Pictura Poesis, qui a été la formule de la libération, va bientôt devenir la formule de la répression. C'est là encore très schématique, mais au fond, ça dessine quelque chose d'une histoire, parce que il va s'agir de borner la liberté des peintres. Alors il y a un épisode qu'on connaît très bien, qui est très célèbre, qui est l'épisode de Michel-Ange peignant donc différentes représentations dans la chapelle Sixtine au Vatican, et en particulier il y a un texte écrit par un ecclésiastique un peu obscur par ailleurs, mais qui est resté célèbre pour ce texte, qui s'appelle Giovanni Andrea Giglio da Fabriano. Et Fabriano, donc, Giglio da Fabriano rédige ce texte qui paraît en 1564, et dans ce texte, il s'en prend à la représentation du Jugement dernier tel que Michel-Ange l'a peint sur un des murs de la chapelle Sixtine. Et en gros, ce qu'il reproche à Michel-Ange, c'est de ne pas avoir respecté la lettre du texte des évangiles ou de la tradition ecclésiastique sur ces évangiles. Alors évidemment, il commence par dire que oui, quand même, Michel-Ange a fait un peu trop de personnages nus, mais heureusement il en a habillé certains, alors que pour la résurrection, on devrait tous être nus, mais là il y a des intérêts supérieurs de décence qui font que quand même, pour redonner la formule de Giglio da Fabriano, il dit Michel-Ange a recouru à de louables fictions.
Donc il admet qu'on recourt, qu'il y ait, pour des raisons de décence, nécessité de recourir à la fiction, mais pour autant, il lui reproche de ne pas avoir respecté un certain nombre de traditions dans la représentation, notamment le Christ aurait dû être barbu, tous les ressuscités devraient avoir l'air d'avoir 30 ans, enfin bon, ce genre de choses. Donc on voit bien en tout cas que la question des limites que doit respecter la peinture, qui est posée en fait au moment du Concile de Trente, au milieu du XVIe siècle, qui va être une question absolument fondamentale au moment de la contre-réforme, c'est-à-dire au moment où l'Église romaine soutille contre l'éclosion de la réforme, du protestantisme. Donc il va s'agir pour l'Église de reprendre la main sur les peintres et de borner un peu leur liberté. Dans des circonstances un peu différentes, si on avance vers le XVIIe siècle, on peut voir qu'en France, il se produit un retournement un peu du même ordre, puisque au moment où on fonde en 1748 l'Académie royale de peinture, la devise de cette Académie royale en France est Libertas artibus restituta, la liberté rendue aux artistes. Donc il s'agit bien de faire de cette académie un lieu de liberté. Pour autant, cette académie s'emploie tout naturellement à faire sienne le programme Ut Pictura Poesis, donc le peintre est un intellectuel, mais cela signifie que le peintre va devoir se justifier de bien respecter le texte. Alors, ça donne lieu à des débats, il y a notamment des échanges très célèbres autour d'un tableau de Poussin qui s'appelle « Les Israélites recueillant la manne dans le désert » qui date de 1639. On reproche à Poussin d'avoir représenté la manne tombant en plein jour alors que dans le texte biblique, les Israélites trouvent la manne au sol au matin, etc. Et donc ça va donner lieu à une défense de Poussin par Lebrun qui explique, bien sûr Poussin a dû prendre un certain nombre de libertés car je le cite, il n'en est pas de la peinture comme de l'histoire, mais pour autant, donc on pourrait penser qu'il rompt avec le programme Ut Pictura Poesis, mais pas du tout, puisqu'il s'agit de le restaurer à plus haut degré d'une certaine façon, puisque Lebrun explique, ce savant peintre a montré qu'il était un véritable poète, ayant composé son ouvrage dans les règles que l'art de la poésie veut qu'on observe aux pièces de théâtre. Autrement dit, d'une part, ça a deux conséquences. D'une part, ça signifie que l'assimilation de l'art du peintre à l'art du poète implique que la peinture soit un art narratif. Le grand genre, c'est la peinture d'histoire. Et cette hiérarchie va être sévèrement conditionnée à la production picturale française avant de se défaire à son tour au XVIIIe siècle. Et puis, Lebrun, comme Poussin du reste, pense que le tableau se lit. Ut Pictura Poesis, ça dit ça aussi. Ça veut dire qu'on peut, pour le coup, traduire le tableau en un texte. Vous avez évoqué la phrase initiale d'Horace, puis la torsion qui lui a été faite à la Renaissance. Est-ce qu'on peut parler par la suite d'une distorsion encore, c'est-à-dire que partant du principe qu'un tableau raconte une histoire, cette histoire pourrait éventuellement être une histoire apocryphe, cachée, et du coup mener à certaines dérives d'interprétation justement du tableau Oui, alors on peut prendre en effet, faisons un grand saut et pour parler du problème que vous pointez, on peut en venir évoquer le Da Vinci Code. Donc le roman de Dan Brown qui est paru au début du XXIe siècle. Au fond, je trouve que c'est intéressant pour réfléchir à ces histoires de Ut Pictura Poesis et de tableaux palimpsestes avec un texte caché, de prendre cet exemple emprunté à la fiction populaire, exemple qui est intéressant parce que le point de départ de l'enquête est une sorte de révélation. Cette révélation serait que dans la fresque représentant la scène de Léonard de Vinci, qui se trouve à Milan, le personnage à la droite du Christ serait en fait Marie-Madeleine. Identification qui, par ailleurs, il faut regarder le texte, c'est très drôle, repose sur des stéréotypes de genre. Ah oui, la figure a des cheveux longs et des grandes mains fines. Alors, voilà, bon.
Alors, donc, l'identification est totalement fumeuse, mais elle va permettre dans le roman de mettre au jour un complot mondial. Mais ce qui m'a frappée, en fait, j'étais enseignante au moment de la sortie du livre, et j'ai été sidérée par le fait que je voyais qu'un certain nombre d'étudiants pensaient que ce livre racontait un fait, mettait au jour un fait qui était qu'en effet, il s'agissait bien d'une femme. Et donc, juste, on peut réfléchir aussi autour de ça. D'abord, première chose, peut-être ça ne suffit pas de ricaner. Le Da Vinci Code, au fond, témoigne à sa façon de pratique de lecture instituée, de pratique savante, qui consiste au fond à penser que l'enquêteur et l'historien de l'art, quand ils essayent d'analyser une image, font un travail un peu similaire, qui va consister à révéler le texte derrière l'image. C'est tout particulièrement vrai pour la peinture de la Renaissance, parce que la peinture de la Renaissance est faite par des hommes qui sont de culture livresque, et puis c'est très vrai pour la peinture chrétienne parce que la référence de la vérité c'est le texte biblique, et puis même à l'intérieur de la peinture chrétienne c'est vrai pour une certaine tradition plutôt qu'une autre, celle qui est plutôt du côté de la transsubstantiation, qui pense qu'il y a une adhésion entre les images et leur représentation. Si on regarde du côté de la peinture protestante, on voit que ça se produit différemment, qu'il n'y a pas d'ut pictura poesis. En tout cas, pour revenir au Da Vinci Code, deux choses simplement. On peut se dire d'une part que du côté de l'approche savante des images, ça fait bientôt 50 ans aujourd'hui, je dirais qu'on n'approche plus les images en essayant de les rabattre à toute force sur des textes. Et à cet égard, j'aime à citer la très belle formule de Jean-François Lyotard dans Discours figure, qui date de 1971, dans laquelle il dit « Le tableau n'est pas à lire ». Donc voilà, on voit bien la réponse à l'ut pictura poesis. Clé disait qu'il est à brouter, or il fait voir que voir est une danse. Donc peut-être plutôt que la traduction, enfin l'ut pictura poesis, le bon modèle pour penser l'image, c'est la vache ou le danseur, brouter ou danser. Ou alors peut-être que pour le reporter sur la question de la traduction, peut-être que le bon traducteur, c'est une vache ou un danseur. Cependant, juste pour revenir à cette histoire de Da Vinci Code, je crois qu'on aurait tort en même temps de regarder ce livre comme une simple illusion nostalgique d'une approche ancienne de la peinture, dans la mesure où tout le roman est régi par une intrigue paranoïaque, ce qui n'a rien en soi de très original, n'était son succès. Et le fait que, donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, beaucoup de gens ont cru à cette lecture, à cette hypothèse. Alors évidemment, ce qui distingue l'approche du Da Vinci Code, au fond, c'est que cette lecture est totalement univoque, comme dans les lectures paranoïaques. Tout fait sens, mais tout va dans le même sens, ce qui est bien évidemment délirant. Mais pour autant, on voit bien qu'aujourd'hui, on peut entendre un rapport à l'image, en particulier dans les lectures complotistes, qui est à sa façon héritier de l'ut pictura poesis, qui suppose qu'il faut décrypter l'image pour y dévoiler un texte secret. Donc c'est le fantasme de l'image palimpseste que vous évoquiez. Et c'est un travail qu'on a à faire aujourd'hui, que d'apprendre à lire les images, en fait. Merci beaucoup Lise Wajman pour cet échange.